Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le show. Ici, on reçoit tout le monde, connu ou moins connu. Une seule condition, nous dire toute la vérité. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, j'ai l'honneur de recevoir une personnalité culturelle et politique très importante de notre pays. Il s'agit, mesdames, messieurs, de l'honorable Patrick Féréol Ngasakis, une des personnalités qui a énormément fait dans le développement culturel, mais en accompagnant aussi un orchestre mythique de notre pays qu'on appelle Extra Musica, dont il a été le manager, commissaire du FESPAM, littéraire, aujourd'hui homme politique, député de Poto-Poto. C'est un numéro spécial au cœur d'une des personnalités politiques les plus importantes de notre pays. Suivez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de cette nouvelle saison de votre podcast Parlons bien, parlons vrai. Alors aujourd'hui, pour ce premier numéro spécial, j'ai l'honneur, la joie de recevoir une personnalité très importante de notre pays. C'est une personnalité qui a énormément fait dans la culture et qui aujourd'hui s'est développée vers les activités politiques. Honorable Féréol Patrick Ngasakis, bonjour. Bonjour mon très cher Rama. Merci de nous recevoir dans votre bel espace. J'adore votre succincte présentation, pardon. Oui. Mais je pense qu'on aura le temps d'échanger sur les questions. Merci beaucoup. Alors, honorable, vous avez un excellent parcours. Vous faites, aujourd'hui, vous êtes une des personnalités politiques les plus éminentes de notre pays, député de votre État, de Poto-Poto notamment. Vous avez par contre, à côté de ça, un excellent parcours managérial, de gestion artistique. Mais la question, avant qu'on arrive à la gestion managériale, musique, etc., avant qu'on arrive à la politique, c'est de savoir quel est votre parcours. Comment est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous emmène là où vous êtes allé aujourd'hui? Quel était votre parcours au lycée, au collège, les études supérieures? D'accord, c'est plus d'une émission qu'il faudrait pour qu'on puisse évoquer tout ça, mais on va le faire de manière très brève, n'est-ce pas? Oui. Et permettez qu'avant que je commence mon propos, que je réponde à vos questions, que je vous tire le chapeau aussi. Parce que si vous êtes là, c'est parce que j'ai beaucoup apprécié ce que vous faites. Merci beaucoup. Et vous défendez assez bien, le label congolais. C'est ce qui me plaît en vous. Et donc c'est tout naturellement que je me prête à poser des questions. On est honoré. Maintenant, en ce qui concerne mon parcours, c'est un parcours somme toute banal, j'allais dire classique. Je suis né dans le septentrion, à Fort-Roussé. J'ai fait mes études primaires à Brazzaville, quelques études secondaires en France. J'ai mon bac, je suis revenu ici, j'avais quelques soucis de santé. D'accord. Et donc j'ai eu mon bac ici, un bac A4 au lycée de la Libération. D'accord. Aujourd'hui, Savorgnon de Brazza. Oui, Savorgnon de Brazza. Et je m'en suis retourné en France aux études universitaires. Et je suis sorti de là dans les années 87, avec un diplôme d'études supérieures en relations internationales. Très bien. Particulièrement études stratégiques et politiques de défense. D'accord. Voilà. Et donc en 91, je me suis retrouvé aux affaires étrangères, naturellement. C'est là que mes études étaient censées me porter. Oui, tout à fait. Et entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tumultes, de remue. Ménage, vous l'avez dit vous-même, je suis un culturel, donc j'ai été au ministère des Affaires étrangères. En qualité de section, on a d'abord appris, naturellement, chef de section États-Unis d'Amérique, chef de division. Après, je me suis retrouvé au cabinet du ministre des Affaires étrangères. À l'époque, c'était le ministre Rodolphe Adada. D'accord. Des Affaires étrangères, je me suis retrouvé en 2003 commissaire général du FESPAM. D'accord. Mon côté culturel commençait déjà à scintiller encore de plus belle. Tout à fait. Et après le FESPAM, je me suis retrouvé comme conseiller à la coopération de plusieurs ministres au ministère des Transports. D'accord. Et de là, après ça a été un saut du côté de la politique et aujourd'hui, me voici député de ma circonscription, Poto-Poto 3. D'accord. Ouais, donc c'est comme ça, succinctement, qu'on pourrait présenter un peu. C'est un long parcours, hein? Je sais pas, mais c'est un parcours. Oui, je suis quelqu'un qui aime s'occuper, qui s'ennuie très vite, donc on a besoin comme ça de
de tout le temps bouger, passer d'un sujet à un autre, et puis bon, on parlera. Maintenant, la question qu'on aimerait poser, c'est de savoir entre la littérature et la gestion artistique, parce que vous l'avez d'abord fait aussi, il faut noter que quand même, vous avez été à une certaine période le manager d'un des orchestres les plus mythiques de l'histoire du continent africain. Oui. Donc, le parcours littéraire, il commence avant la musique ou après? Non, mais je pense en réalité, maintenant avec beaucoup de recul, bon, on a très bien compris, vous parlez d'Extra Musica, que j'ai managé. Oui, c'est vrai que j'ai découvert d'ailleurs. Et j'ai proposé qu'on fasse un bout de chemin ensemble dans les années 90. Et c'est vrai qu'à travers aussi Extra Musica, à travers les textes, parce qu'il fallait faire des compositions, mais je n'étais pas très intéressé, mais en fait, je me plaisais à peaufiner, à écrire, à donner notamment les introductions, les citations françaises. Souvent, on peut s'amuser un peu à redécouvrir ces chansons, mais je faisais quelques textes. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais dans certaines chansons, d'Extra Musica d'une certaine période, de certains albums, on peut dire qu'il y a certaines phrases quand même qui ont été... Oui, absolument. Il y a même des fois des traductions. Roga essaye de... Enfin, j'ai dit essaye. C'est sympathique. Moi, essaye de parler en anglais ou en espagnol. Oui, on a fait... oui, j'ai apporté une contribution textuelle dans certaines chansons d'Extra, oui. Et je pense que ça part un peu de là. D'accord. Mais bon, je pense que mon enfance aussi, mon paternel était quelqu'un qui était très porté sur la lecture. D'accord. Très porté sur la littérature, qui aimait les bons mots et qui nous a vraiment régalé de ça. Et bon, ce côté-là, je pense qu'il est sorti en moi un peu, pas de manière tardive, mais quand même un peu tard, parce que c'est vrai que si j'étais le maître du temps et des horloges, j'aurais commencé à écrire bien plus tôt. D'accord, je comprends. Mais déjà, par rapport, on va dire, à ces différentes phrases que vous avez apportées dans certaines chansons, est-ce qu'on peut connaître quelques titres déjà comme référence? Non, je n'ai pas retenu ça, mais ce que je peux vous dire, c'est le plus important, j'allais dire que c'est vraiment un détail, mais nous avons, quand on parle d'Extra, c'est les Nouveaux Missiles, les premiers albums, les Nouveaux Missiles, c'est Confirmation. C'est un peu plus tard, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, c'est Ouragan. Ouragan, oui. Donc, Trop c'est trop, c'est... comment vous appelez? Voilà, ce sont les premiers albums. Nous avons, d'une certaine manière, mis Extra Musique en orbite. Donc, tout ce qui s'est fait là, Ferrel n'était pas très loin, il n'était pas très étranger à tout ce qui se passait. D'accord. Et donc, même, on pourrait peut-être dire que j'étais même un conseiller artistique parce que j'avais déjà, moi aussi... ce rythme dans le sang, mais un rythme très, très divers parce que je suis quelqu'un de très éclectique et j'écoute plusieurs sortes de musique. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu apporter à Extra Musique. D'accord. Mais aujourd'hui, avec le parcours, moi je vais vous prendre une anecdote honorable. Il y a aujourd'hui, je me souviens d'une interview de Roga Roga qui date de quasiment 5 ans. Dans cette interview, il dit, je vais le prendre en lingala, il dit qui management na Congo et Koufa Tango Ferréol, honorable Ferréol Patrick Gasaki, ça se retirait Naki Management. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Non, je pense qu'il était un peu trop élogieux. Parce qu'en réalité, je crois qu'il y a des... Non, je constate qu'il y a des bons managers. Tout simplement, c'est un métier qui n'est pas très facile. D'accord. Et il faut avoir il faut vraiment avoir de la passion. Parce que lorsqu'on voit manager, on pense tout de suite au profit que cela peut rapporter. Mais c'est vraiment donner du soi. C'est du don de soi. Et c'est beaucoup de sacrifices. D'accord. Moi, je suis arrivé à une période où il fallait faire du sacrifice déjà pour permettre à l'auditoire d'apprécier le talent des artistes. C'était ça. Donc, c'est vrai qu'en termes de cachet, là, c'était un peu peau de chagrin. C'était pas évident. Mais il fallait faire du sacrifice et à la limite, quand il y avait un choix à faire, c'était bon, on y va pour jouer, que les gens nous découvrent. La première fois que Extra Musica s'est rendu même à Pointe-Noire, c'était une foire de Pointe-Noire, je ne sais pas en quelle année, dans les années 90. Et franchement, même pour qu'ils y aillent, c'était difficile de trouver le transport. Mais ils y allaient, ce n'était pas pour avoir de cachet, c'était pour montrer le talent. Parce que quand on a confiance en ce que l'on est, en ce que l'on a, on n'a qu'une seule idée, c'est montrer au public et après vous êtes sûr que vous allez être soutenu. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a toujours porté, qui m'a toujours marqué au niveau d'Extra Musica, c'est que c'était des jeunes qui croyaient, qui étaient persuadés de leur talent. C'est d'abord ça. D'abord. Il faut cette passion et je la luisais dans tous les yeux de ces jeunes-là. Et voilà, moi, forcément, ça
ça m'a emporté dans ce tourbillon. Très bien. Alors, aujourd'hui, avec votre regard de culturel, quel est votre avis, on va dire, votre observation sur l'évolution, on va dire, du show business ici dans notre pays, depuis le temps? Non, en termes de show business, je pense qu'on a encore beaucoup et trop à apprendre des autres, des environnements. C'est-à-dire que nous avons eu beaucoup d'opportunités de faire de Brazzaville déjà une vitrine culturelle au niveau de l'Afrique. Nous sommes tellement placés en matière de hub touristique et culturel, donc on aurait pu faire mieux. Parce que nous sommes très inspirés de nos parents, de nos voisins d'en face, qui avaient aussi un certain sens du marketing. Je ne dirais pas qu'il s'est perdu, mais aujourd'hui, au contraire, vous voyez un peu comment ils arrivent à propulser leurs artistes. Ça veut dire ça. Bon, je pense à la RDC, je pense aussi aux pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous voyez, ils ont une manière de propulser leurs artistes qui est formidable. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi les populations qui suivent. Mais au niveau du Congo, je pense qu'il y a beaucoup à faire et surtout, c'est aussi peut-être une question de concentration. D'accord. De se concentrer sur ce que l'on fait et vraiment aller jusqu'au bout de son objectif. Je pense que le Congolais est un peu, malheureusement, trop absorbé par des considérations qui ne sont pas des fois très louables, on va dire, très avouables. Je comprends. Alors, honorable, je poursuis, mais on va rester sur le management. Allons-y. Alors, de votre avis, avec le parcours que vous avez, parce que clairement, dans notre pays, vous êtes un culturel à succès et vous êtes un manager à succès, même si aujourd'hui, vous êtes passé, on va dire, à un certain niveau. Oui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans le management? Qu'est-ce qu'elle doit savoir pour réussir, cette personne-là? Vous savez, il y a, je ne vais pas citer parce qu'on va faire des jaloux, mais il y a un cas, on va dire, culturel qui est assez stupéfiant, c'est celui d'Afar Atiena. D'accord. Vous voyez, c'est quelqu'un à qui il n'a pas fallu beaucoup pour pouvoir s'exprimer, s'émanciper. Et je ne sais pas qui est derrière la personne. En fait, je sais, mais sans le dire, mais je pense qu'il y a une très grande part de responsabilité, en dehors du fait que ce soit un artiste avéré, à talent plein. Mais le conseil, je le dis, c'est d'abord ça. Ça dit qu'on ne peut rien faire sans passion. D'accord. Ça dit que s'il n'y a pas la passion, c'est quelque chose qui peut être très éphémère, mais le plus important, c'est être passionné par ce que l'on fait. Et là, je pense qu'on peut aller, comme on dit, on peut déplacer les montagnes. C'est la première des qualités. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est avoir un certain sens de l'abnégation, du don de soi. Il faut pouvoir avoir de la disponibilité, donc consacrer son temps et surtout, il faut se constituer progressivement, lentement et sûrement un agenda, un calepin. Un réseau. Un réseau, absolument, merci. Un réseau conséquent parce qu'en réalité, c'est de fil à aiguille. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà un artiste, je vais vous donner un exemple, je reviens sur Extra. Les gens, souvent à l'époque, quand ils venaient, ils voulaient Extra, c'était beaucoup plus par rapport à la personne de Ferréol. On avait en face de soi quelqu'un de pondéré, de modéré, de diplomate, parce que c'est un peu ma déformation aussi, et donc j'inspirais la confiance. Il faut inspirer la confiance. Tout à fait. Parce que sinon, on peut avoir l'impression d'avoir affaire à des escrocs, quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Ça, à l'époque, chez nous, on vous envoyait, c'était des Western Union, pour envoyer le cachet des acomptes et tout. Et ma foi, combien de cachets ne sont pas restés sans exécution. Donc c'est un peu toutes ces qualités-là, et puis surtout, il faut avoir, le sens de l'observation, parce que c'est un décorum, il faut savoir comment attirer l'esprit humain, comment attirer la curiosité, parce que c'est aussi ça là. On veut découvrir, on veut savoir qu'est-ce que vous avez de plus. Enfin, je parle de l'artiste, évidemment, le manager doit connaître tous ces aspects-là et sortir le côté le plus extravagant de son artiste. D'accord. De votre parcours de manager avec Extra Musica notamment, quelle est, on va dire, la période ou l'anecdote qui vous a le plus marqué jusqu'à ce jour? Quelque chose que vous n'oublierez pas. Oh, mais en fait, peut-être qu'il faudra que je l'écrive, mais avec Extra, c'était pas amusant en réalité, mais nous avons dû nous échapper plusieurs fois, traverser des frontières parce que où c'était un producteur véreux qui ne voulait pas payer le cachet, qui ne voulait pas nous laisser, qui nous prenait en otage. Donc on a vécu, on a vécu. Ah oui, je peux même dire qu'il s'agissait on s'est retrouvé au Kenya et le producteur
qui n'avait pas été très content de sa recette, nous a quasiment menacés. Il voulait même nous incarcérer. Nous avons dû fuir. Nous avons pris des bus pour aller à la frontière, au pays frontalier, c'était l'Ouganda. D'accord. Et là-bas, bon, ça aussi, comme je disais tantôt, c'est un peu l'entre-genre du manager de l'époque qui savait qui appeler en cas de pour attraper. Donc voilà, c'est un réseau pour pouvoir faire ça. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on a des situations comme ça, on en a beaucoup connues. Hein. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, honorable, Oui. on va arriver sur votre casquette de, on va dire, commissaire Oui, du FESPAM. 2003 notamment. absolument. Alors, de mon souvenir à moi, je vais parler pour moi, Oui. le FESPAM 2003 est un FESPAM qui, à cette période-là, dans mon souvenir, a vu transformer Brazzaville en une véritable capitale, là où se trouvait le show business africain. Après, il y a eu des bons FESPAM aussi, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais de mon point de vue, incontestablement, l'un des plus marquants que notre pays a connu. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir un peu cette organisation-là? Parce que après le FESPAM, on a eu de bons FESPAM, mais Oui. en termes de couleurs, je dirais que peut-être un peu moins que le FESPAM 2003. Là, Oui, on parle de près de 22 ans plus tard. Non, ce sont des très beaux souvenirs. Mais en réalité, bon, je dois sans doute tirer mon chapeau au ministre Jean-Claude Gakoso, qui est aussi un grand frère et qui a eu cette vision. C'est-à-dire que lorsqu'il a été nommé, il venait d'être nommé à la tête du département de la culture, il s'est posé la question de savoir qui je pouvais mettre au FESPAM, qui je pouvais proposer comme commissaire général du FESPAM au président de la République pour que nous fassions quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et franchement, à cette question qui s'était posée, il n'a pas attendu longtemps pour se dire que j'étais la personne idoine. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas et je pense que c'était on a constitué une sacrée paire, c'était une sacrée équipe, parce que nous voulions donner justement cette idée-là du festif. Et comme nous sortions justement des situations un peu pénibles au niveau du Congo, il fallait montrer qu'au Congo, on fait autre chose, on sait faire autre chose que la guerre. Et c'est vrai que nous sommes partis à travers les monts et vaux, à travers les océans, c'est-à-dire les continents pour solliciter beaucoup d'artistes. D'accord. Et c'est vrai qu'on s'est battu parce qu'on avait eu on avait effleuré tous les continents. Je me rappelle de ces grands artistes qui étaient venus, qui venaient des États-Unis d'Amérique. C'était quasiment tous les horizons. C'était formidable. Et je me rappelle, lors de la journée d'ouverture, nous étions avec le chef de l'État qui était aussi très enjoué. Et après, quand on a fini la cérémonie d'ouverture, il m'a dit alors, monsieur le commissaire général, finalement, on l'a réussi. Donc, c'était vraiment satisfait. Donc, tout simplement, le ministre Gakoso et le commissaire général que j'étais, nous avions cette appétence-là, cette volonté de faire les choses bien. D'accord. Et je pense qu'on a réussi. Mais bon, maintenant, entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu d'autres éditions. Oui, sympathiques, oui. Très bien. Mais c'est une continuité. Hein. Mais tout à fait, tout à fait. Merci. Mais alors, quand on devient commissaire, Oui. dans l'état d'esprit, qu'est-ce qui nous anime en général? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on devient commissaire et lorsqu'on doit effectuer toutes ces différentes missions? En ce qui me concerne, c'est beaucoup d'excitation. Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, j'en ai la chair de poule quand j'y pense parce que, dis donc, que de beaux souvenirs. Qu'est-ce qu'on se dit? Non, moi, vous savez, on a assez épilogué sur Extra. Mais après, quand j'arrive au FESPAM, je me dis que ma mission elle est autre parce que j'avais déjà permis de donner une certaine dimension à notre musique à travers Extra Musica. Et puis là, j'arrive, commissaire général du FESPAM. Je me dis que j'ai la mission maintenant de faire la promotion de la musique africaine. Donc, on a plutôt l'impression que c'est une élévation. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est vrai que c'est à cette période-là que je me suis un peu désengagé d'Extra, il faut l'avouer. Bon, je ne veux pas dire que c'est la faute, c'est à cause du FESPAM, mais quelque part, je me suis senti un peu plus attiré par le continent, c'était ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on ressent? C'est beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur, beaucoup de cette volonté-là de faire plus. D'accord. Aujourd'hui, Oui. un excellent parcours politique, député de Poto-Poto. Alors, qu'est-ce qui vous emmène vers la politique? Est-ce que c'est une aspiration profonde? Est-ce que vous aviez déjà ces intentions-là depuis longtemps?
ou est-ce que ça a été une conséquence ou une habitude, un environnement? Ça c'est une belle question, elle me fait tout le temps sourire. Parce qu'on a l'impression que je suis une génération spontanée, mais en réalité je suis un enfant de la politique. D'accord. Et ceux qui connaissent mon environnement le répètent assez. J'ai dans les tiroirs de mon bureau une carte de membre du parti de ma grand-mère. Père son âme, elle est décédée, qui était présidente de la région de la Cuvette. Mais je prends juste cet exemple, c'est pour dire que ça remonte à très longtemps. C'est une autre génération, vous voyez, c'est 2 générations avant moi. D'accord. Mon père, mon défunt père Paul-Pascal Gassakis était un membre du PCT, actif. Ma mère a été une très responsable, très active, membre à l'époque c'était, aujourd'hui on parle d'URFC, d'OFC, était à l'URFC. Donc elle faisait partie du secrétariat permanent de l'URFC. Donc vous voyez, c'est mon environnement. C'est l'environnement, d'accord. Et donc quand on me voit, c'est beaucoup plus ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas ma famille et qui pensent que c'est spontané, mais en réalité, j'ai juste été entraîné dans ce flot-là qui coulait depuis très longtemps, depuis nos plus jeunes âges. D'accord. Alors, si vous voulez savoir. D'accord. Mais déjà, manager, commissaire général, homme politique, vous écrivez. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de nouvelles. Cette fibre-là, comment est-ce que vous trouvez l'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire en général lorsque vous écrivez en général? Bon, c'est-à-dire que c'est tout simplement un certain sens de l'observation qui peut-être est poussé à l'extrême. Mais écrire, j'ai eu envie de le faire depuis très longtemps. Parce qu'à l'époque, je le redis souvent, après le FESPAM justement, j'ai une petite période comme ça de flottaison et je me suis mis à un excellent ami qui s'appelle Jean-Paul Pilgas m'avait demandé de tenir un peu la chronique culturelle au niveau des pêches de Brazza. Et donc j'ai écrit. Comme ça, je me suis amusé à écrire, mais sur le fait culturel, exclusivement, et j'épinglais un peu tous les phénomènes à travers le monde de culture et beaucoup plus en accentuant sur ce qui se passait au Congo. Et donc déjà, ça m'a donné envie de dire beaucoup de choses. J'ai même souhaité éditer mes chroniques, mais ça faisait plus de 1000 pages. Ça avait l'air trop fastidieux. Et après, je me suis dit, bah, écoutez, je vais essayer de faire plutôt à travers quelques œuvres. Je vais passer des messages, parce que c'est ça aussi le rôle de l'écrivain, de l'auteur, c'est aider à construire, à améliorer une société, c'est ça? À travers de beaucoup de choses, d'observation, d'erreurs. Mon inspiration, elle me vient, en fait, de rien. En réalité, il suffit que je m'enferme quelque part, que je me retrouve sur une véranda, que j'observe autour de moi, ça me donne toujours des idées. Des idées, j'avoue qu'elles sont très foisonnantes. Si je vous explique un peu les idées de titres, les histoires de romans que j'ai, on passerait toute l'après-midi ensemble. Mais je pense avoir une belle inspiration. Très bien. J'espère avoir une belle inspiration. Alors, le meilleur retour que vous avez eu jusque-là, depuis que vous commencez à écrire, quel est le meilleur retour d'un lecteur, par exemple? Oui, mais bon, il y a beaucoup de retours, hein, oui, mais le meilleur retour, c'est un élève de l'école, c'est le lycée Camaralaï. Il était très jeune et il m'a surpris. C'était mon premier roman, Les hasards du destin. Il m'a dit, vraiment, j'aimerais être comme vous, avoir votre inspiration. Parce que quand j'ai lu votre œuvre, je me suis retrouvé. Le personnage principal s'appelle Sinclair. Il dit, je me sens comme Sinclair et je veux percevoir et réussir comme lui. Et ça, je vous assure que il n'y a pas meilleur témoignage pour vous pousser encore à aller de l'avant. Oui, tout à fait. Mais sinon, oui, parce que les thèmes que j'épingle dans mes ouvrages, ce sont des thèmes qui parlent. Lorsque je fais un essai que j'intitule Cadenas, je parle sur l'amitié. Lorsque je fais un autre, oui, c'est un roman historique que j'appelle Friquet, pèlerin des âges. Je parle de l'Égypte antique, je parle de l'Afrique. L'Afrique qui a donné tout ce summum d'intelligence. Bon, ça fait parler, ça fait réagir les gens. Et là, le dernier qui va paraître bientôt, je parle d'un auteur classique, mais qui a inspiré beaucoup de missions. On ne peut même pas imaginer que Pachelbel, c'est de lui qu'il s'agit.
C'est un auteur qui a inspiré Bob Marley, qui a inspiré Michel Sardou. Mais lui, il a écrit, c'est un auteur du XVIIe siècle, vous voyez. Oui, j'imagine. Donc, voilà, je m'amuse un peu. C'est des idées comme ça qui me passent à travers la tête. Et bon, j'essaie de les reproduire à travers mes ouvrages. D'accord. Alors, honorable, nous sommes toujours dans notre podcast, Parlons bien, parlons vrai. Et cette fois, on va toujours continuer à bien parler vrai. Une question aujourd'hui par rapport à notre écosystème, dans notre environnement, le pays, le Congo. Est-ce qu'un littéraire, une personne passionnée de littérature qui écrit comme vous, peut vivre de son art ici, dans notre environnement? Oui, mais vous n'avez que des questions pertinentes. Ça va être très difficile parce que c'est là que va intervenir l'édition, la publication. C'est très difficile. S'ils n'ont pas d'éditeur et encore, ceux qui publient, c'est pas évident. Ils prennent tellement de risques que c'est pas évident qu'il y ait forcément un retour. Mais il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Dans la matière littéraire, en termes d'édition, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai quelque chose qui m'a même choqué il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que la FNAC est là, ils avaient commencé à prendre en dépôt-vente les ouvrages des auteurs congolais. C'était déjà une très bonne chose. Oui. Mais je ne sais pas, ils ont parlé d'anomalies dans leur machine. Je ne sais pas si c'était un prétexte, mais ils ont restitué tous ces ouvrages-là. Bon, voilà un peu. Il faut qu'il y ait ce genre d'initiative parce que moi, souvent, on m'appelle pour me dire mais je veux obtenir tel bouquin, tel titre. Où je peux l'avoir. C'est difficile. Moi, je travaille beaucoup avec les Dépêches de Brazza, avant avec la FNAC. Mais aujourd'hui, ce n'est pas évident parce que nous sommes souvent édités. Moi, je suis édité en France parce qu'en réalité, c'est pas évident. Même ceux qui sont ici, c'est pas évident qu'ils puissent s'en sortir. Et là, je pense qu'il faudrait peut-être, bon, ça c'est maintenant on parle en termes de politique culturelle, il faudrait des subventions, il faut aider ce métier. Ces métiers du livre sont très en difficulté, mais c'est quand même quelque chose d'incompréhensible parce que la littérature congolaise est l'une des plus prolixes, des plus riches et des plus appréciées à travers le monde. Nous avons des auteurs formidables. Donc en réalité, ces métiers-là devraient pouvoir s'approprier les livres. Et puis il y a tellement d'auteurs, de très bons auteurs ici. Dès le plus jeune âge, ils sont nombreux à se mettre, mais non pas tous l'opportunité de se produire. Mais maintenant, je dis que c'est pas facile. Il faut quand même être franc. C'est bien le thème de notre podcast, parlons peu, parlons vrai. C'est pas toujours évident. Il faut peut-être avoir la chance de tomber sur le bon éditeur, mais ça court pas les rues. D'accord. Alors, honorable, dans votre position aujourd'hui de personnalité politique, vous êtes tout de même député de notre pays. Par rapport à votre parcours, que ce soit dans l'industrie musicale et aujourd'hui dans l'industrie littéraire, de l'écriture, quelle est, par rapport à votre position, ces observations que vous faites qui empêchent ces différents secteurs de se développer et auxquels vous avez pensé à proposer un projet de loi à votre niveau? Non, mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié la loi Motombe, qui constituait à soutenir les auteurs. Mais il faut pousser encore plus loin. Le droit d'auteur, il doit être mieux défendu. Donc ça aussi, mais le droit d'auteur? Oui, je pense, et même en tout cas oui, les droits d'auteur, mais j'ai pensé qu'il fallait faire une proposition de loi dessus, mais je pense qu'on est en train de s'y atteler au niveau du ministère. Donc en vérité, c'est un peu ça par rapport à nos textes. Si l'exécutif est déjà en train de préparer et en chantier, en tout cas en termes de textes, on n'a pas besoin de revenir dessus. Donc la loi Motombe, qui est très bien, qui resitue un peu un certain nombre de cadres des métiers artistiques et culturels. Ça concerne les statuts, les statuts de ces artistes. Et moi, j'ai pensé qu'il fallait écrire un texte sur le droit d'auteur, qui soit vraiment respecté. D'accord. Donc on peut s'attendre très bientôt à une loi sur le droit d'auteur venant de l'honorable? Non, parce que venant de l'honorable, ce serait une proposition de loi, mais nous avons déjà suggéré cela, mais c'est en chantier au niveau du ministère de la Culture. Très bien. Donc je soutiendrai forcément un tel projet de loi. Très bien. Maintenant on attend, si forcément il n'y a pas de nouvelles d'ici là, je veux marteler dessus parce que je sais que moi je suis un auteur, vous avez parlé du livre, tout à fait. Mais il y a aussi la musique, et j'ai aussi produit des œuvres
musical, vous n'en parlez pas avec Terre Sacrée, et je perçois aussi les droits d'auteur à un certain niveau. Tout à fait. Mais à ce niveau-là, il y a vraiment un problème. D'accord. Je pense qu'il faut vraiment y remédier. D'accord. L'association Lumière d'Afrique. Sous cette association, vous avez créé le projet Rumba Jungle. Oui. Sous la même association, on a un bel événement de beauté de notre pays qu'on parle de Miss Indépendance. Oui. Alors, pourquoi toutes ces initiatives? Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des hommes d'observation et nous sommes dans l'ère du temps. Lumière d'Afrique, c'est une association qui nous permet de nous exprimer culturellement parlant. Et c'est comme ça que dans le cadre de Lumière d'Afrique et notre association, nous avons créé Terre Sacrée. Terre Sacrée, le but c'était de soutenir les auteurs, mais beaucoup plus. En fait, à ce niveau-là, on pourrait parler même de littérature. Nous avions pensé écrire des textes et les faire interpréter par des musiciens de renom. C'est comme ça qu'on a commencé, pour faire comprendre le concept. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les choses rentrent un peu dans l'ordre. Donc, Terre Sacrée, c'est un concept, c'est la production phonographique. Miss Indépendance, je l'ai cité tantôt, c'est parce qu'on estimait qu'il fallait accompagner ce merveilleux concept de municipalisation accélérée à travers nos départements. Il fallait l'accompagner par l'esthétisme. Et on s'est dit quoi de mieux que les femmes qui représentent ces terroirs-là pour montrer la beauté de chez nous. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on accompagnait un peu partout ce concept à travers le pays. Et il continue, chaque fête nationale, nous accompagnons donc avec ce concept. Et Rumba Jungle, tout simplement, Rumba Jungle, c'est parce que lorsque vous m'avez posé la question tout à l'heure, peut-être derrière quoi en cours, mais en réalité, culturellement parlant, je pense que chaque peuple a besoin de marquer, d'imprégner son identité. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité formidable que nous a offert l'UNESCO, mais c'est un travail qui a été fait aussi, parce que lorsqu'on dit l'UNESCO, ça veut dire que ceux qui sont méritants, c'est aussi ceux qui se battent pour qu'on puisse reconnaître ce patrimoine. Et donc, on a réussi à l'obtenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut parler du Congo et dire, par exemple, le Congo de la rumba. Vous voyez, c'est ça aussi. Ce sont des faits, ce sont des marques, ce sont des signes d'identité culturelle. Et je pense que le combat d'un culturel, le combat d'un vrai fils du terroir, c'est justement pouvoir ressortir un peu cette identité. Et donc, quand nous avons créé le concept Rumba Jungle, c'était d'abord pour magnifier, célébrer la rumba, qui est vraiment, c'est vraiment notre patrimoine. Et donc, par rapport à cette opportunité qui nous est donnée, inciter, encenser, pour que l'on porte encore cette rumba plus haut, parce que lorsque vous êtes gratifié de ce privilège, et il faut aussi donner l'impression, la sensation à travers le monde que vous prenez en charge. La rumba, il y a beaucoup de choses qui peuvent c'est vrai que c'est mémoriel, mais on peut aussi booster, on peut aussi créer des écoles de danse, des écoles de musique. Ça dit que ça devrait permettre de booster un peu la musique au niveau des deux Congos. Donc moi, nous voulons faire partie de ceux justement qui boostent cette rumba à travers le monde. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, la création du concept Rumba Jungle, 3e édition sur laquelle nous démarrons très bientôt, est-ce que quelque part ce n'est pas un tout petit peu une réponse à une réalité que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est-à-dire un petit recul un peu de la rumba, de son impact auprès de la jeunesse d'aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce qu'en fait, moi je demande plutôt qu'on réfléchisse à l'aune de ce qui se fait aujourd'hui. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple tout bête, mais j'aime beaucoup le prendre cet exemple. Quand vous allez en France, par exemple, vous voyez un peu au niveau des victoires de la musique, les meilleurs chanteurs aujourd'hui, ceux qui sont les plus primés, ils sont ici des Congos. D'accord. Naturellement, quand je prends par exemple, je prends un exemple comme, je prends en exemple Maître Gims ou NASA, mais ce sont les enfants justement de la rumba, parce que vous pourriez me contredire et me dire que c'est beaucoup plus un style urbain, tout ça, mais en réalité ça vient de là, ce sont les tripes. Ça dit que c'est pour ça que nous avons décidé de créer un symposium justement sur la rumba qui nous permet de décider, de voir un peu quelles sont les évolutions. Mais aujourd'hui, lorsque je vois Gims trôner aux victoires de la musique à Paris, je me dis en réalité c'est la rumba qui est là, vous voyez. Donc on est il faut décrypter aussi ce que ça a mené. Et c'est comme ça. Donc je ne parlerai pas de recul, je parlerai de
D'héritage, d'héritage, de morphologie, mais en fait, le soubassement, il est le même. Très bien. En termes de tonalité. Très bien. Alors, Rumba Jungle, 3e édition. L'ambiance, l'univers, qu'est-ce qu'on s'y attend pour cette nouvelle édition? Bon, on ne promet pas des étoiles dans les yeux, mais en réalité, c'est comme je disais tantôt, on veut accompagner justement ce fort mouvement, et comme les deux Congos sont tributaires, nombreux ont voulu contribuer, ont voulu participer à la fête. Nous allons évidemment, donc je dis, il y a 2 modules. Le samedi, nous allons évoquer justement la rumba des indépendants jusqu'à nos jours. Tantôt, on a même commencé déjà à le faire en évoquant ces jeunes-là qui défendent d'une certaine, à leur manière, la rumba. Donc, nous attendons un très beau panel. Hein, nombreux, certains viennent de Kinshasa, qui voulaient absolument venir. Je peux les citer, Maïka Mounan, Herman Bangui. Ils viennent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Tout à fait. Bon, il y a Bozi Bojana qui a insisté aussi. C'est vrai que quand on parle de rumba, on n'oublie pas, ce grand nom de la musique de chez nous. Il y a les Bantous de la capitale. Il y a mon petit que j'affectionne particulièrement, Afar Atiena. Mais il y en a beaucoup d'autres qui viendront. Il y a Kevin Bwande. Ils seront nombreux. Roga viendra sûrement nous faire un coucou parce qu'il est de toutes les Rumba Jungle, de toutes les éditions. Et la fête va être belle. En deux modules, c'est-à-dire que le dimanche, le samedi, c'est le symposium, mais le dimanche, c'est la soirée festive. D'accord. On va écouter la musique et on va... Est-ce que pour une potentielle, bon, pas une potentielle, pour les prochaines éditions, on va dire, est-ce qu'on peut penser à une jonction entre la rumba de chez nous et la rumba issue d'Amérique latine? Mais pourquoi pas? En fait, c'est une idée. Moi, j'aime bien votre manière de voir. Mais je vous rappelle que cette rumba d'Amérique latine, c'est ça, vous pensez? C'est ça. Elle avait déjà pénétré nos côtes. Hein. Elle avait déjà traversé l'océan Atlantique pour venir s'imposer quelque part chez nous. Donc tout ça, ça dit que la rumba aujourd'hui, si vous voulez, c'est un melting pot, c'est une combinaison de toutes ces sonorités qui venaient de l'extérieur et qu'on prenait ici. Quand on dit la kumba, on dit c'est danse du ventre. Bon, c'est d'abord ici, c'est certaines populations qui avaient cette manière de danser, mais après, même le tam-tam et tout ça, c'est des choses qui viennent de partout en réalité. On ne peut pas dire que la rumba ce soit spécifiquement congolais, en réalité c'est un combiné de plusieurs sonorités, de plusieurs oreilles, de plusieurs sensibilités. Très bien. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour répondre à votre question. Ce serait pas mal. Pourquoi une édition ne pourrait pas voir la venue de certains artistes issus du Venezuela, ce sera avec plaisir. De Colombie? Mais c'est ce qu'on fait un peu dans le cadre du FESPAM. Hein. Vous voyez, bon, mais là, c'est vrai qu'on va se réduit à la rumba. À la rumba. Bien sûr. C'est très bien. C'est une idée. Alors, honorable. Oui. Je pense qu'on a fait un petit tour. Un petit tour, oui. Un petit tour rapide de votre personne, de votre personnalité. Oui. Nous sommes en train de chuter. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter en rapport certainement avec la littérature, en rapport avec votre parcours, en rapport certainement avec la rumba jungle? Bon, c'est vrai qu'on a tellement de choses à dire. Moi, sur le parcours, le côté culturel, je veux dire qu'il y a tellement de choses à faire. Nous avons tellement de richesses en République du Congo. Et souvent, mon cœur saigne parce que je l'ai évoqué tantôt, j'ai parlé de la littérature. Je ne vais pas ici faire la litanie des nombreux auteurs que nous avons. Il faudrait qu'on trouve les méthodes de mieux soutenir certaines disciplines touristiques dans notre pays, certaines disciplines culturelles. Je pense qu'il y a plus à faire. Les artistes aussi se sentent un peu des laissés sur compte, mais je pense qu'il faut appeler à, comment on appelle ça, des états généraux, des prises de conscience, des sensibilisations. En fait, chacun doit y mettre du sien. Mais c'est vrai que nous avons beaucoup de génie. Le génie congolais a besoin d'être mieux soutenu pour qu'il se prolonge dans son inspiration. C'est ce que je peux dire en réalité, parce que quand je vois un peu beaucoup de gâchis qu'il y a autour de nous, je suis quand même choqué. Donc il faut faire plus. Et nous, on essaie tout simplement d'apporter notre contribution. C'est ce que nous devons faire à nos âges assez pondérés et avancés. Très bien. Merci. Merci beaucoup, honorable.
On a été ravis que vous nous receviez ici chez vous. C'est un bonheur. Voilà, pour ce bel échange dans notre podcast Parlons bien, parlons vrai. On espère vous retrouver très bientôt. Et mais surtout... je te lâche plus, mon gars. Oui. Vous serez avec moi dans tout ce qu'on essaiera de faire. Et Merci vous, en beaucoup. fait, mais je l'ai dit tantôt, je ne veux pas que vous ayez la tête qui enfle trop, mais vous faites de bonnes choses. Et je pense que nous nous retrouvons parce qu'en fait, nous avons estimé que le Congo, c'est le Congo d'abord. Le Congo Il d'abord. faut servir le Congo et nous avons beaucoup de talent, il faut les soutenir. Et je vous vois là, à travers vos déambulations, vous avez soutenu tout ce qui se fait de bien, tout ce qui mérite d'être soutenu. Je pense qu'on est pratiquement sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde. Merci beaucoup. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. C'est avec ces bons, mesdames, messieurs, que nous allons terminer ce podcast dans lequel nous avons reçu une des personnalités culturelles et politiques les plus importantes de notre pays, en la personne de l'honorable Ferréol Patrick Ngasakis. Quant à moi, mesdames, messieurs, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons bien, parlons vrai, toujours avec le même plaisir. Ciao!